Et le bonheur, si justement tu as le but de progresser en conscience, mais le système bonheur va faire comme pour tout le reste, c'est-à-dire il va t'encourager à aller là-dessus. C'est là où on rejoint le flow. Alors, il y a tout ça, mais à chaque fois, moi, la sociologie là, des organisations dont on vient de parler et tous les égos dont on parle, euh, c'est aussi parce que beaucoup de gens là, justement, enfin, de mon point de vue, beaucoup de gens qui nous posent problème, à nous, mais pas que aux atypiques, hein. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas que aux atypiques qui posent problème en général, ces gens-là. Mais en fait, on se rend compte que c'est des gens qui sont quand même restés beaucoup derrière leur mécanisme survie, en fait. Oui, ils ont C'est-à-dire peur. qu'ils sont En dans fait, ils ont peur. mais oui, ils sont vraiment dans une préservation de leur petite personne. Et ils ont beau dire, alors tu les entends, parce que les discours, c'est toujours au nom des fois de ci ou de ça, mais en fin de compte, ils sont mus par des mécanismes et ils veulent tellement préserver, puisque eux, ils sont heureux s'ils préservent voilà, et en même temps, l'ego a envie de s'auto-préserver, que, en fait, effectivement, pour eux, c'est une véritable intrusion. Et par contre, pourquoi on le sait que c'est comme ça? Parce que, de deux manières, soit parce que ces personnes-là ont des accidents de vie, elles changent du tout au tout, elles sont capables de voir comment elles fonctionnaient avant. Voilà. La deuxième chose, c'est quand on arrive à vraiment les interpeller en formation. Moi, j'ai accompagné énormément de cadres hein, en formation. Et c'est vrai que dans la formation, j'ai jamais rencontré de problème, puisque justement, j'apprenais quelque chose aux gens, donc je venais, qui pouvaient après retransposer. Voilà. Et c'est plus facile, mais en même temps, c'est un bon outil aussi, parce que moi, dans mes formations, je permets aux gens de prendre conscience de tout ça. Je le faisais déjà avant par des petits bouts, des petits morceaux du processus que j'ai décrit, dont j'avais déjà pris conscience à l'intérieur de moi, mais après ma thèse, et puis encore plus. Et je vois bien que peu importe si je travaille pas mal avec la fonction publique, et donc je peux avoir des cadres, je peux avoir des agents catégorie A, voilà aussi, B ou C. Et ben en fait, je ne change pas ma pédagogie, si c'est par rapport à des phénomènes humains, si c'est les catégories A ou les catégories C, et quand bien même les catégories C, qui sont, entre guillemets, normalement moins intellectualisées, ben, des fois, ils comprennent beaucoup plus vite. Ouais, bien sûr, ça a rien à voir en fait, hein. Voilà, tout à fait, parce que ça n'a rien à voir. Et quand on Non. permet aux gens de comprendre qu'il y a ça, puis après vous faites ça, parce que soit tu leur, en fait, soit tu leur mets une petite situation qui leur permet de vivre concrètement ce que tu viens de dire, soit tu leur mets des petits schémas très simples, tu vois, des petits morceaux de schémas là, qui leur disent, ouais, voilà, là, tu as pensé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Soit tu leur décris une situation et tu leur mets, voilà ce qu'il y a, et là, ils voient, quoi. Ils voient, donc on peut apprendre. C'est pour ça que je dis on peut apprendre, quand je dis on peut apprendre le bonheur, c'est ça. Et moi, maintenant, si tu veux, quand les gens, ils sont, voilà, je le vois là dans les gens que j'accompagne en formation. Oui, mais comment j'aurais dû faire? Ils disent, bah, voilà, là, qu'est-ce que tu as ressenti comme émotion? Donc, ils décrivent à peu près. Bon, déjà, c'est pas toujours de l'émotion au début, parce que il y en a, ils sont pas capables de nommer l'émotion, mais voilà, mais ça s'apprend aussi. Et je leur dis, là, quelles ressources tu aurais eu besoin là? Qu'est-ce qui aurait été bien pour toi? Voilà, c'est quoi ton besoin en fin de compte? Parce que tu veux passer par le besoin pour avoir la ressource. Ben, en fait, les gens, s'ils n'ont pas réfléchi, il y en a qui savent, mais il y en a plein qui savent pas. Et en fait, moi, je leur dis, est-ce que ça serait pas ça par hasard? Ben, je tombe quasiment à chaque fois dessus. Pourquoi? Mais parce que moi, en fait, c'est le système universel, c'est-à-dire que par rapport à, comme je sais comment ça fonctionne en moi, le modèle, il est pas, voilà, je peux guider les gens. Par contre, par rapport à leurs besoins, le besoin, je vais le trouver parce que c'est le même, qu'ils sont universels, nos besoins par rapport aux émotions. Par contre, à partir de ce besoin, ils vont devoir mobiliser des ressources pour agir. Et c'est là qu'il y a les stratégies. Et donc là, moi, je pouvais leur dire, bah voilà, si vous voulez être heureux,
hein, in fine avoir, puisque le but enfin, c'est pas être heureux si vous voulez que ça se termine bien, mais j'extrapole en disant, ça se terminera bien quand vous serez en émotion positive, hein. Donc, c'est le bonheur qui évalue. Donc, par rapport à votre besoin, voilà tous les types de ressources que vous pouvez mobiliser, ou voilà tous les types d'actions que vous pouvez faire. Et il n'y a plus qu'à choisir. Et en fait, plus tu fais ça pour toi-même, plus, au bout d'un moment, ça devient conscient et automatique. Et voilà, et pour moi, c'est des choses qu'on devrait apprendre, que tout le monde devrait apprendre, parce que tu le Donc, vois. dans Tu ce le que tu vois fais, tu donnes une carte du bonheur avec des invariants qui permet de poser des questions. Tu les amènes à conscientiser, objectiver leur bonheur en ouais, trouvant des options, sachant que dans ce que tu dis, la validation du bonheur, elle passe par le corps. C'est-à-dire à la fois émotion, mais en même temps cellule. Moi, j'aurais tendance à séparer les deux. Je pense qu'il y a des choses qui sont biologiques, oui, physiologiques, organiques, qui sont pas des émotions, et qu'il y a des oui, émotions, c'est-à-dire le premier cerveau dans le ventre, c'est ça. qui sont une autre dimension sensorielle. Mm. Oui, oui, après, c'est toute l'étendue des sens, tout à fait. Il peut y avoir, oui, oui, non, il y a un mécanisme. Alors moi, celui-là, je l'ai moins étudié, mais il existe. Voilà, je l'ai mis dans le mécanisme instinctif, mais le corporel, voilà, vraiment, dans le sens aussi intuitif. Voilà, je sens en moi, voilà, dans mon corps que c'est vrai. Ça, voilà, oui, oui, tout à fait. Parce qu'on va Et, trouver chez des atypiques, beaucoup sont dissociés, hein, et plus les hommes que les femmes. Je pense que si tu avais été un homme, tu n'aurais pas fait ta thèse comme tu l'as c'est faite. possible. Et pas du tout. Et tu n'en parlerais pas comme ça. Je suis absolument sûr de ça. Mais c'est-à-dire que les hommes, mais aussi les femmes, sont beaucoup plus dissociés. C'est plus facile pour nous. On n'a pas les règles et tout le bazar tous les mois qui foutent le bordel. Et les hormones, même s'il y en a, c'est pas la même lessiveuse. Donc on peut être plus centré dans le cerveau, plus les HPI que dans le corps. Mais beaucoup sont dissociés, hein. Moi, j'en rencontre toutes les semaines. Je pense qu'il y a une forme de dissociation qui n'est pas la même dissociation que celle qu'on trouve en psychopathologie ou en psychiatrie, mais beaucoup sont dissociés pour survivre aux Oui, tout à émotions, et fait. plus les hommes Oui, que les femmes. Euh, Parce que si t'as pas d'émotions, moi je dis souvent que j'aime pas les émotions, mais parce que j'en ai trop, donc j'en veux pas. oui, c'est possible. Comment tu sais que tu as du bonheur? Soit tu as du plaisir, hein, et donc, soit tu es bien. Enfin, voilà. En fait, c'est soit en tant que bien, ton plaisir, ça va être bien dans ton corps. Donc, voilà, c'est euh, bien. Et autrement, c'est la conscience satisfaite entre l'émotion. Dans le continuum, tu as soit le plaisir, donc ça peut être là, vraiment le bien-être au sens sensu stricto, c'est ah, je me sens bien, voilà, par rapport à ça, je le sens bien, ça, waouh, voilà, tu vois. Ou alors, après, c'est au-dessus de l'émotion, c'est la pensée, la pensée, voire la conscience satisfaite, on dit. C'est-à-dire que je suis en paix avec cette idée, tu vois. Oui, oui, C'est, c'est ça. voilà, je J'ai suis en j'ai paix souvent avec des cette gens, idée, donc, hmm, j'ai souvent oui. des gens qui me disent, mais ce que tu fais, ça te fait plaisir. Je dis, mais pas du tout. Mais non, mais J'ai voilà, aucun plaisir dans ce que je fais parce que j'ai un engagement, une responsabilité. Par contre, j'ai des satisfactions, mais j'ai pas de voilà. plaisir. Ben c'est ça, c'est parce que voilà, et plaisir, émotion. Voilà, moi aussi, j'avais court-circuité les émotions à un moment donné. Donc, j'avais soit le plaisir, soit la conscience. Mais voilà, en fait, on a les trois, ou on peut utiliser un, deux, trois. C'est ça aussi, là. Et interroger tout ça. Moi, un typo, je Ouais, fais du plaisir, mais j'ai travaillé 10 ans en Guyane française, donc j'ai une expérience que j'ai validée sur le sujet. Mais ça a pas la même durée en termes de satisfaction. Mais je pense surtout quand on est avec des atypiques, mais je pense pour les gens, c'est de voir, mais tu en as un peu parlé au début, quels mots on utilise et peut-être qu'on pourrait avoir les mêmes perceptions sans utiliser les mêmes mots, mais oui, peut-être que ça participe aussi des premières études dans lesquelles tu es rentré avec des cartographies qui n'arrivaient pas au même endroit. Mais si je reviens à ce que tu disais au début, toi, ta carte, ton modèle, il y a des invariants. C'est quoi les invariants? ben, non, mais les invariants, c'est
Alors, déjà, le triptyque pensée, émotion, comportement et la manière dont ils agissent, ça, c'est un petit bout de processus. Mais après, c'est toutes les ressources, en fait, les, 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 les ressources, tu peux les besoins, alors, les émotions, déjà, on les connaît, type d'émotions, est-ce qu'elles font? Une colère, enfin, les émotions, pas moi, colère, peur, stress, voilà, voilà. Émotions positives, émotions négatives. Les besoins qu'il y a derrière, dessous, ils sont universels, hein. Mais les besoins, ça va lier. Par exemple, nous, on connaît la pyramide de Maslow, hein, voilà. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour donner une petite idée, ça, c'est des invariants. Puis derrière, ben, les ressources, si tu prends, voilà, ressources psychiques, ressources, là, par exemple, compétences, je parlais de la compétence, on a des études là. Je vais te donner une étude par rapport à ces ressources internes. Euh, les plus importantes, des chercheurs ont regardé, hein, c'est la théorie de l'autodétermination d'Essi et Ryan, que j'utilise pas mal. Mais il explique, bien sûr, on a des besoins physiologiques fondamentaux, donc c'est des invariants, donc manger, boire, dormir, voilà. Et on a des besoins psychologiques fondamentaux. Donc, dont leur absence va nous emmener au malheur et la présence va nous amener au bonheur. Et en fait, moi, j'utilise ça pas mal avec les organisations parce qu'en fait, ces invariants, c'est l'autonomie. Donc, avoir l'impression d'être à l'origine de ses propres choix. C'est pour ça il y a tant dans ces organisations pyramidales, là, il y a tellement de gens qui se font infantiliser. Et rien que ça, ce besoin-là, il est bafoué. Parce que l'autonomie, ça n'a rien à voir avec de l'indépendance. Et quand on ne connaît pas, ben, les gens, voilà, en fait, ils ont tellement peur que les gens soient indépendants ou fassent pas, je sais pas quoi, qu'ils mettent de l'hyper-contrôle, qu'ils infantilisent. Et, euh, et ça donne l'inverse. Et puis, donc, le besoin de compétences, ça en est. Le besoin de compétences, c'est tout simplement pareil, c'est avoir la maîtrise, en fait, avoir les capacités de pouvoir maîtriser son environnement. Donc, il y a tout, hein, derrière. Il y a savoir-être, savoir-faire, savoir. Mais c'est pouvoir, oui, c'est pouvoir avoir la main, quoi, avoir sur ce qu'on on va avec l'environnement, je vais dire ça comme ça, oui, l'environnement, c'est tout. Et puis l'affiliation sociale, qui est en particulier les relations positives. Les relations, pour moi, les relations, c'est une ressource, en fait. Les, on le voit, en fait, euh, les relations. Pourquoi les gens ont des relations? Ben oui, ben, parce qu'une relation, en quoi c'est de la ressource? Ça peut être de la ressource psychique parce que ça va t'apporter des émotions, du plaisir, des choses comme ça. Mais il y a des études qui ont montré qu'en fait, beaucoup de gens, ils veulent avoir beaucoup de relations parce que c'est en gros des gens qui vont m'aider en cas de problème. Et des fois, tu sais, on voyait aussi d'autres études où finalement, des fois, les HPI ont moins d'amis parce que peut-être ils ont une capacité plus grande, eux, à aller chercher leurs propres ressources. Tu vois, il y a des choses un peu comme ça. Alors, Il y a différents. Tu vois, tout ça, c'est des. Et puis après, bah, voilà. Et tu as des ressources externes. Voilà. Et voilà, donc les invariants, c'est les interrelations, finalement, hein, parce que voilà, une manière de simplifier le bonheur, ben, c'est la relation à soi, la relation aux autres, la relation à son activité ou à son travail et la relation à l'environnement. Donc, ben voilà, on peut pas, en fait, on peut pas changer parfois des choses, mais on peut changer toujours la relation à. Et quand on dit la relation à, ben c'est après, c'est c'est le modèle que j'ai mis en œuvre avec tous les processus qui sont finalement pour moi la synthèse, hein. Mon modèle, c'est la synthèse de plein de choses qui ont déjà été dites, mais qu'on avait mis un peu, pas les liens, forcément les liens en lien les uns avec les autres. Donc, les invariants, c'est les relations, et puis après, c'est ça, c'est les besoins, les ressources, les émotions, le comportement, enfin, ces facteurs-là. Tu vois, c'est ça, c'est universel. Tu mais vois? c'est compliqué la relation quand même parce que Euh, la majorité des atypiques, on va dire, sont plutôt introvertis, mais il y a des extravertis. Bah, pour eux, c'est un peu chiant. C'est-à-dire que ils ont besoin des autres. Là, je renvoie
à la cartographie ou à MBTI de Jung, aux typologies de Jung. La majorité des surdoués, mais aussi des autistes, sont plutôt extravertis, mais c'est un peu différent pour les autistes, sont plutôt introvertis. Mais il y en a quand même qui sont extravertis. Et dans ce cas-là, pour HPI, en tout cas, bah, c'est compliqué parce qu'ils ont besoin des autres. Et en fait, ils vont avoir des relations qui les dénutrissent plutôt qu'ils les nourrissent. Ou alors, dans les relations, bah, ils ont des problèmes avec les relations. C'est pas qu'ils les comprennent pas, mais qu'ils s'y trouvent ça très con. Pour être gentil, hein, c'est synthétique. Là où pour les autistes, c'est un peu différent, c'est que ils voudraient être en relation, mais ils les comprennent pas, ils sont pas initialisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le luxe de qualifier la relation. Alors à l'arrivée, on pourrait les confondre, ce que font un certain nombre de gens, mais en fait, le livrable est le même, le processus n'est pas du tout le même. Et sur la relation, beaucoup d'autistes voudraient avoir des relations, mais ils savent pas comment interagir. En fait, ils se mangent des murs, puis en plus, ils ont les yeux bordés si on va pas leur expliquer sur les interactions, et comprennent pas les codes sociaux. Là, l'OEHI, c'est pas qu'ils les comprennent pas, c'est qu'ils veulent pas rentrer dedans, ce qui est un peu différent. À l'arrivée, ça peut créer des emmerdements. Mais cette notion de relation, effectivement, il y a aussi le fait que HPI, encore plus THPI, est assez autonome pour se démerder tout seul avec sa vie, et où les HPI vont avoir en général plus de dépendance ou de contre-dépendance avec neurotypique que THPI. Mais cette question de la relation dans les ressources par rapport à ton bonheur, c'est une équation qui est plus complexe pour la neurodiversité. Alors, moi, quand je dis relation, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, quand je dis relation, c'est finalement, c'est neutre, c'est-à-dire que c'est ce qui est important, c'est le type de relation. Et donc, comment je vais dire ça? Attends, je vois dans ma tête, mais il faut que les mots. Alors, euh, il y a, il y a un élément A, l'élément B, et c'est juste la relation mathématique. Voilà, voilà, c'est ça que je pense. Voilà, c'est ça. Moi, c'est la relation au sens mathématique du terme. Donc, ça veut dire que telle relation, si c'est une ressource par rapport à un but ou une stratégie que tu dois mettre en œuvre, eh bien, il faut qu'elle t'apporte quelque chose. Et là, le bonheur va évaluer. Mais le type de relation, ça ne dit pas le type de relation qu'on doit avoir. Ça dépend de chacun, tu vois. Comment je vais dire, c'est compliqué à expliquer, mais euh, euh, suivant où je suis et suivant le but que je suis, peu importe la relation que j'ai, enfin, peu importe, il faut qu'elle soit positive, mais il y a plusieurs manières d'avoir une relation positive. Voilà, voilà, c'est ça comme ça que je vais y arriver à le dire. C'est euh, être en relation avec quelqu'un, ben, qu'est-ce qui va être bien pour une personne? C'est-à-dire une personne être en relation avec une autre en tant que ressource pour avoir voilà, pour pouvoir faire des choses avec, pour pouvoir, peu importe quoi. Pour une personne, ben, ça veut dire qu'il faut elle soit en lien, je veux dire, en lien tous les jours avec cette personne, et ça sera bien. Et pour une autre, il suffit qu'elle soit en lien une fois par mois. Tu vois, c'est pas le. Donc, pour aider quelqu'un qui voudrait être plus ou moins en relation, il faut regarder, voilà, les relations que tu as. Qu'est-ce qu'elle t'apporte et on regarde si elle t'apporte du bonheur, du plaisir, de la conscience satisfaite, peu importe, hein, tout le continuum bonheur. Et, si le bonheur n'est pas là, si la relation n'est pas positive, eh bien, il faut regarder soit la manière d'interagir, il y a 36 manières d'interagir avec quelqu'un, soit euh, c'est peut-être pas la bonne personne en face. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas avoir des relations à tout prix. Voilà. Moi, enfin, je sais pas si j'arrive bien à m'exprimer, mais euh, derrière la manière dont on va être en relation avec quelqu'un, c'est c'est propre à chacun, c'est lié de la stratégie. Donc, c'est ce qui va être, je sais pas moi, il y a des gens qui disent, moi je suis heureux parce que je fais des choses avec des amis tous les week-ends. Ben non, moi ça me rend pas heureux de faire des choses avec les amis tous les week-ends. Moi, ce qui me rend heureux, c'est d'écrire le week-end toute seule dans mon coin. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est
par contre, à un moment donné, il faut savoir, donc l'absence de bonheur, par exemple, par l'interaction avec des gens, si les gens veulent être plus heureux, il faut regarder quel type de relation est plus facile pour eux, en lien avec les ressources qu'ils ont aussi. Voilà, type de relation, le type de personne, le type de... Voilà, il y a tellement de paramètres, tu vois. Je vais te donner un exemple qui est plus simple pour moi, parce que je travaille beaucoup plus là-dessus. Alors, ce que je pourrais dire quand même dans les relations, juste avant, alors je refais un bond dans la relation avec les personnes. Il y a quand même un invariant quand même dans la relation de l'un à l'autre qui est la façon dont je me vois et je me vois l'autre. Ça, c'est un invariant. C'est-à-dire, si je n'ai pas une... Tu sais, alors, je vais le dire pour simplifier, pour pas utiliser de vocable. Voilà. Si moi, j'ai l'impression que je suis OK en tant que personne, c'est-à-dire une bonne estime de moi, une confiance, que je suis... Voilà. Et que l'autre est OK en tant que personne, on va avoir une relation qui match. Et en fait, tu sais, je vais aller sur les schémas relation perdant-perdant, c'est-à-dire que si moi, je me sens en décalage, déjà moi, et je me sens moins, donc en moins, peut-être en mauvaise estime de moi, si je me vois plus négativement que l'autre, inférieur à l'autre, déjà la relation est biaisée. Et donc, je vais être plus facilement en retrait, en stratégie de fuite, en stratégie de enfin, c'est une stratégie de survie, hein, c'est la fuite, c'est Ouais, c'est le se taire, c'est tout ça. Et si au contraire, me sens plus fort en tant que relation, si j'ai l'impression que je suis au-dessus de l'autre, alors là, ben, c'est pareil, c'est perdant-perdant. C'est là que j'abaisse l'autre, que je rabats l'autre, je suis en colère contre l'autre. Donc déjà, il y a un premier travail qui est de prendre conscience que peu importe qui je suis, peu importe comment je suis, peu importe, je, voilà, une forme d'assertivité, ce qu'on appelle l'assertivité, hein, qui est, ben, peu importe qui je suis, je suis autant valable que l'autre. Déjà, ça c'est le ce premier pas. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire? ce dont tu veux parler là, c'est du cadran de l'analyse transactionnelle. Voilà. C'est Ouais, un et ben truc carré ouais, avec moi et l'autre, OK, voilà, pas OK, OK, pas OK, voilà, et ça ça, nous fait un voilà, tableau carré avec quatre voilà. positions. Et ça, il y a déjà tellement de gens. Je suis encore étonnée quand je donne des formations. Moi, il y a plein de gens qui connaissent même pas ce niveau-là, quoi. Qui avaient même pas compris que le problème de leur relation, c'était ça. Tu vois, donc il y a déjà, tu vois, il faut voir où est-ce que se situent les gens. Et après seulement, on va aller, voilà, avoir le type de relation qui nous facilite. Mais pourquoi? Poursuivre quel but? Finalement. Poursuivre quel but je veux être en relation avec quelqu'un? Bon, si je veux être en couple, ça me paraît assez logique, c'est pour fonder une famille, avoir des enfants. Mais, bon, après, il peut y avoir d'autres choses, bien sûr, mais tu vois, pourquoi je veux avoir des amis finalement? Pourquoi je veux avoir des... Qu'est-ce qui me manque? Tu vois, après, c'est là qu'on va regarder. Ça, c'est pour la relation aux autres. Et pour la relation au travail, ça, c'est très clair aussi. Là, par contre, je me suis beaucoup appuyée sur, encore une fois, Csikszentmihalyi, qui a beaucoup étudié cet aspect-là. Euh, En fait, déjà, lui, il avait déjà fait plein d'études avec des étudiants. Ils avaient interrogé des milliers de gens pour déjà comprendre que, première chose, les personnes, elles sont plus facilement heureuses dans une activité que sans rien faire. D'accord? Voilà, c'est-à-dire que les gens ils disent ouais, j'en ai marre, moi je serais bien à rester sur une plage à rien faire ou à regarder la télé toute la journée, ce serait mieux. Non, ça c'est une idée ponctuelle. Personne n'est heureux comme ça. Voilà, ça dure 2 jours, 3 jours, puis après, voilà, on a besoin de faire parce que justement, ce besoin d'agir, d'évoluer dans notre environnement, c'est plus fort que nous. On aime agir. Et là, du coup, il est allé regarder les gens qui étaient naturellement heureux et performants dans une activité. Il a interrogé plein de gens, plein de métiers, plein de choses. Et c'est là que, en fait, il n'y a pas un métier qui rend plus heureux que d'autres ou un métier qui est plus pourri que d'autres. Voilà. Il y a la relation qu'on met à son métier. C'est-à-dire, vous pouvez avoir plein de gens qui font le même métier
Il y en a qui vont être heureux, il y en a qui vont être malheureux. Et au-delà du métier, on peut aller chercher les différentes tâches, hein, parce que c'est la relation A qui est important. Et donc, il s'est aperçu, Csikszentmihalyi, qu'il y avait en fait les gens qui étaient naturellement heureux et performants dans leur activité. C'est des gens qui mettaient en œuvre euh, leur capacité, toutes leurs capacités, c'est-à-dire les compétences en devenir, euh, en optimisation avec un niveau de défi, d'accord? Donc ça veut dire ils ont un but clair déjà, qui est quand même un but clair, du sens, quelque chose, et tu t'engages dans cette activité qui est voilà, en juste adéquation avec ton niveau de compétence et ton niveau de défi. Et là, tu vois que dedans, là, enfin, voilà, le temps passe vite, tu es hyper concentré dans ton truc, voilà. Et ça peut être difficile, tu ressens pas forcément du tout d'émotion dedans, hein. Il y en a qui en ressentent, il y en a qui en ressentent pas du tout. Mais tu vas voir, c'est quand donc ça, c'est ce qu'on appelle le flow, hein, ce qu'il a appelé, lui, le flow, au travail. Et quand tu as terminé cette activité, tu as le sentiment de soi qui est augmenté et il te tarde la prochaine fois où tu pourras refaire à nouveau cette activité. Et c'est là qu'en fait, ça peut être très difficile. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que le bonheur, il n'est pas forcément pendant. Des fois, il n'y a pas de bonheur du tout pendant, mais ça reste du bonheur. Une fois que tu as fini, waouh, le sentiment, voilà. Parce que tu as l'impression d'avoir accompli quelque chose, voilà. Et ça, eh bien, c'est un état optimum. Il y a les personnes, alors moi j'en fais partie, je ne sais pas si c'est lié au HPI ou pas, je ne suis pas la seule, mais qui sont, que Csikszentmihalyi a décrit comme étant autotéliques, c'est-à-dire capables de forger leur propre but. C'est-à-dire ce sentiment de flow, c'est-à-dire de bonheur au travail, hein, c'est ça comme ça, de bonheur dans l'activité, il est tellement intéressant que du coup, tu te forces, t'es capable d'ajuster toi-même tes niveaux de but et de défi pour retrouver ton flow. Parce que si le défi est trop grand, ben, tu es dans l'anxiété. Donc, du coup, tu as envie de progresser en compétences ou en capacité pour retrouver ton niveau de flow. Et si au contraire, tes compétences sont trop grandes par rapport aux défis que tu te donnes, ben, tu es dans l'ennui. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de HPI qui s'ennuient d'ailleurs aussi. Parce que voilà, on s'ennuie et on n'a plus rien à apprendre, on n'a plus rien à foutre, on s'en fout. Et en Ça, fait, c'est voilà, typique, atypique. voilà. Et tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup d'atypiques qui sont là-dedans. Et lui, il l'a pas vu comme ça. Il a vu qu'il y avait à peu près 15-20% de la population qui était dedans. Mais il n'a pas fait. Mais toi, moi, je commence à le faire à force de t'écouter aussi sur les HPI et tout. Mais du coup, c'est comme si on avait finalement, pour moi, intégré ce processus beaucoup plus naturellement. Mais la chance, c'est que pour ceux qui ne l'ont pas intégré, on peut leur apprendre. Et moi, j'accompagne des gens comme ça au travail. Je leur fais prendre conscience, voilà, en gros, d'où ils sont et des paramètres qui pourraient être améliorés pour que ça aille mieux. Mais, Voilà. Et mais en gros, ce que je leur dis souvent aussi, c'est que, et surtout aux managers d'ailleurs, quand ils accompagnent les gens, ils disent, vous avez tendance à dire, OK, la personne, bon, elle arrive pas à faire bien son travail. C'est peut-être un problème de compétence ou voilà. Oui, ah ben non, elle a les compétences, tout devrait aller bien. Ou voilà. Il regarde la compétence, regarde la compétence. En fait, c'est pas la compétence qu'il faut regarder. Ce que nous a dit Csikszentmihalyi, c'est qu'il faut regarder l'état émotionnel de la personne, en gros. Et donc, si la personne est dans un état émotionnel, justement, ben, de flow, ben, là, elle est dans l'optimum, donc elle est heureuse et performante naturellement. Si elle est dans l'anxiété, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, soit le niveau d'objectif, soit quelque chose à jouer dans dans la psy, c'est-à-dire le niveau des compétences. Mais les compétences, c'est tout, hein, c'est savoir-faire, savoir-être, les talents, les dons, les forces de caractère qui ont aussi beaucoup été étudiées sur les études sur le bonheur. Et dans les forces de caractère, tu as par exemple quelqu'un qui il a une force, voilà, une force de caractère très importante, c'est il adore enfin, il est méticuleux naturellement. Voilà, on m'a dit, il est très méticuleux naturellement. Et il va faire un boulot dans lequel il va pas du tout mettre en œuvre son côté méticuleux. On lui demande des trucs toujours superficiels, rapides, machin. Mais il va être malheureux.
Et donc, du coup, il va rechercher son flow dans un métier, il va peut-être faire de la maquette, des machins, où il peut, tu vois, il y a plein de forces comme ça. Donc là, et en fin de compte, tu peux avoir, voilà, trois personnes qui font le même métier, une qui va être dans l'ennui, une qui va être dans le flow et une qui va être dans l'anxiété. Sauf que là, c'est la simplification parce qu'en fait, il y a 8 niveaux émotionnels différents. Donc ça te permet, voilà, ça c'est un morceau que j'inscris dans mon modèle sur la relation à l'activité, parce qu'il a été bien creusé aussi celui-là. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment la relation à, tu vois, ce que je veux, on le voit, c'est la relation que tu as à ton travail. Donc, bah, si t'aimes pas ton travail, bah, déjà, comment tu vas être heureux? Donc, voilà. Alors, après, voilà. Mais peut-être que dans ton travail, c'est pas tout. Faut peut-être pas tout jeter le bébé et l'eau du bain. Donc, en fait, on va aller travailler avec les gens pour décortiquer toutes les tâches qu'il y a dans leur travail et on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et des fois, on s'aperçoit que c'est la manière de faire. Des fois, c'est justement la relation avec les personnes qu'ils ont dedans. Si tu veux, il y a tout un tas de facteurs qui va se jouer et ça, c'est formidable, quoi. Et voilà. Et donc, c'est quand, voilà, tu vois. Et donc, quand on parle de la relation à soi, bah, la relation à soi, c'est la relation avec son système émotionnel, ce qu'on a parlé tout à l'heure, euh, la relation à ses émotions, la relation à ses pensées, la relation à son système instinctif. Déjà, il faut que tu saches comment, si tu veux améliorer ton comportement, ben, il faut que tu saches comment ça se passe. Comment tu réagis et comment tu réagis, toi, bah, si ta manière de réagir, elle t'amène du bon résultat, bon, bah, à la rigueur, continue, quoi. Mais si la façon dont tu réagis, elle t'amène pas du bon résultat et donc pas du bonheur, bah, là, tu vas regarder déjà à ce niveau-là. Et c'est là qu'on peut encore ouvrir la boîte du Pandore, par exemple, sur les pensées de tous les biais cognitifs systématique. Voilà. Et au niveau émotionnel, ben justement, le manque de compétences émotionnelles emmène des entraves. Sur la relation aux autres, ben c'est ça, il y a la communication, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, puis après, il y a tout ce qui est voilà, communicationnel, il y a tout ce qui est, oui, vraiment, vraiment relation, donc comment tu considères l'autre, voilà, aussi bien l'autre comme ressource que l'autre comme dans ta manière d'être, dans ton assertivité, il y a tous ces points-là. Et puis sur la relation de ton travail, il y a tout ce que je viens d'expliquer. Et sur la Dans ce relation... que tu dis, voilà. il y a beaucoup de choses sur les atypiques parce qu'effectivement, ils peuvent avoir objectivement ou sur le CV la compétence, mais en fait, ils s'ennuient. Mais en Oui, fait, effectivement, la notion de flow, elle est extrêmement intéressante. oui, C'est que ton cerveau, il peut dire OK, ton ventre, il n'est pas d'accord. voilà. Parce qu'il s'emmerde, parce qu'il a bien la compétence, mais ça ne l'intéresse pas, parce que ça utilise pas les ressources qui l'animent ou qui le font vibrer. Ce que j'ai découvert chez les femmes atypiques depuis 12-13 ans qui veulent vibrer, hein, c'est drôle, ce truc-là. Donc des gens qui veulent vibrer, c'est-à-dire des ressources qui sont pas forcément dans les CV parce que ce sont des soft skills et pas des hard skills que peut consulter l'organisation. Et il y a souvent ça, et c'est important pour atypique, c'est qu'une fois que tu as posé objectivement que sur le papier ça marche, qu'est-ce que disent tes cellules, qu'est-ce que disent ton ventre, est-ce que c'est connecté? Parce qu'effectivement, il va y avoir toutes les distorsions au risque du burn-out, plus tous les problèmes de santé associés. J'avais aussi une autre question, c'est que quand tu parles des relations, en fait, la première relation qu'il faut aller vérifier, c'est la relation entre moi et moi. Oui, Il y a des questions qui se posent souvent chez les atypiques, mais chez tout le monde. Il y en a qui supportent pas le silence. Comment tu peux avoir une relation de toi à toi si tu as peur du silence? Donc c'est un bon sujet à l'interroger, le silence, pour discuter de soi à soi. Mais encore un problème de complexité, c'est qu'en plus on est plusieurs à l'intérieur. Mais ça, faut pas le oui, dire aux autres. C'est-à-dire que c'est quand tu discutes à l'intérieur, tu crois que tu es tout seul. En fait, c'est habité et tu as plusieurs petits personnages qui sont oui. pas d'accord. Et il faut causer avec tous les petits personnages parce que t'en as un qui peut dire OK, l'autre qui te fout le bordel, indépendamment de la tête et du ventre. Et tout le monde a ça, en fait. Oui. Mais atypique étant tellement exacerbé
exacerbe les problématiques, c'est comment on cause entre soi à soi et bien vérifier que le silence, c'est pas un problème, sinon c'est sans doute une solution avec laquelle on peut travailler, et comment on va interagir avec nos sous-personnalités qui sont assez nombreuses. J'ai dit des fois sur les conférences, j'ai un copain qui me dit des fois, Fabrice, on est 15, on vient te voir au bus. Mais il a beaucoup d'humour. Et oui, alors ça, alors, je ne sais pas si ça va répondre à tout de ce que tu viens de dire, mais en tout cas en partie. Donc, moi, ce que je me suis aperçue, c'est que justement pour apprendre, puisque c'était, tu te rappelles, peut-on apprendre le bonheur, hein, le sujet de ma thèse, même si j'ai été obligée de faire un grand détour sur ce modèle, puisqu'il n'y avait pas quelque chose sur lequel, de fiable sur lequel je pouvais m'appuyer. Après, l'idée, c'était d'apprendre. Et donc, apprendre, effectivement, tu as plusieurs mécanismes, puisque tu as les mécanismes behavioristes, voilà, et tu as le mécanisme qui va être lié à la conscience, mais le mécanisme de métacognition que tu connais forcément. Voilà, donc la métacognition, c'est quelque chose, alors que moi j'avais déjà, en tant que formatrice, vu avant, mais que j'ai encore approfondi dans ma thèse, hein. La métacognition, c'est finalement ta capacité à s'extraire de toi et à te regarder, agir, penser, faire, etc. Et, euh, et effectivement, c'est là où tu peux savoir que du coup, que tu es plusieurs. Et, et que alors tu peux voir que tu es plusieurs, voilà, tu peux voir que, au bout d'un moment, tu peux voir que tes pensées, donc tu peux les appeler plusieurs, mais tu peux dire que c'est différents mécanismes de pensée, peu importe. Et oui, mais il y a ça, et puis il y a ça. Tu peux voir aussi tes émotions. Tu vois, au fur et à mesure, tu peux te voir agir. Et pour moi, la progression, voilà, de conscience est quand même important. Elle est importante par rapport à ça. Il faut les extraire, ces choses-là. Je pense que c'est peut-être ce que tu fais aussi quand tu accompagnes les gens. Mais sinon, il faut donner, voilà, pour que la conscience, elle comprenne, il faut lui donner de l'ordre. Donc, si c'est une cacophonie là au milieu, c'est exactement comme si ceux qui te dit qu'il vient te voir à 15 là. Ben ouais, c'est le bordel, il y a une réunion, ils sont tous en train de parler en même temps. Ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on donne la parole, finalement, à chacun, à chacun son tour. Et du coup, moi, je l'avais fait intuitivement, mais je l'ai refait avec des gens que j'accompagnais en évolution professionnelle. Eh bien, c'est d'essayer de coucher sur le papier, en fait, euh, toutes les voix qui te disent, je le fais pour moi aussi d'ailleurs, quand j'ai une problématique à résoudre et que je ne sais pas quel choix prendre, eh bien, je vais dire, OK, allez, on va se faire une petite réunion là. Et puis vous allez, et puis du coup, c'est moi, c'est l'écrit qui me permet d'être le tiers, tu vois. Alors, je vais écrire plusieurs trucs. Là, il y a celui qui pense ça, il y a celui qui pense ça, il y a celui qui pense ça, il y a celui qui pense ça. Et après, ben, comme ça, je vais pouvoir regarder. Et ça, c'est notre capacité de métacognition que nous avons. Hein, et ça, c'est super important parce que, pourquoi aussi c'est aussi super important? Parce qu'il y a un truc qu'il faut que je dise aussi, c'est que par rapport au bonheur, c'est qu'il y a le processus dont j'ai parlé, mais il y a aussi euh, l'individu par rapport à son environnement. Faut pas oublier qu'il y a aussi une évolution. Et donc, en fait, au fur et à mesure des siècles, hein, nous avons aussi évolué. Enfin, notre corps, il a pris des fonctionnements ancestraux, hein. Euh, donc, des fonctionnements ancestraux, par exemple, de survie. On sait qu'on a des biais cognitifs négatifs qui sont liés à aux instincts de survie. Ça reste un peu dans notre génétique et c'est plus gros chez certaines personnes que d'autres. C'est-à-dire que quand elles ont peur de quelque chose, pouf, c'est tout de suite la grosse panoplie de survie qui se met en route, comme si il y avait le lion qui débarquait de la jungle. Et ça, c'est hérité. Donc, il n'y a que, par contre, par cette métacognition, que tu peux arriver à te libérer un petit peu de ça, c'est-à-dire, voilà, ok, on va reprendre toute la situation. Donc voilà, vous aviez perçu un gros danger puisque vous avez réalisé comme ça. C'était quoi le danger, tout ça? Puis en fait, la personne,
quand tu regardes avec elle la situation, bah, elle s'aperçoit finalement à tête reposée, donc en état serein, en état serein de bonheur, quoi, de bonheur, de bien-être, comme on l'appelle, bah, qu'elle pourrait réagir autrement. Et donc elle voit bien que le mécanisme qui l'a fait agir à un moment donné, il était au-delà de sa volonté, tu vois. Et donc, c'est parce que oui, enfin, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand tu es en survie, quand tu es un mécanisme de survie, qui est un mécanisme donc c'est le mécanisme sur mode batterie, là, et qui est beaucoup encouragé malheureusement dans les organisations professionnelles, eh bien, par définition, tu es en survie, donc ton cerveau se vide comment, le sang de ton cerveau se vide en partie, hein, pour aller alimenter tes muscles. C'est pour ça qu'en fait on est si violent. Pourquoi on a cette société de violence? C'est parce que voilà, on voit un problème, quelque chose qui va pas, plouf, mécanisme de survie, puisque je devais m'adapter pour soit fuir, soit me battre. Hein. Et on le voit, hein, les gens là, ils ont c'est exactement ça, ils ont des problèmes. Soit ils fuient, mais ils en souffrent tout autant, donc ils se font violence par rapport à eux-mêmes, soit la violence va par rapport à autrui. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment ce mécanisme de survie. Et donc, le bonheur, au contraire, quand tu es dans les émotions positives de bonheur, qui te décharge en fait les hormones, la dopamine, la sérotonine, hein, voire l'ocytocine dans certains cas, eh bien, c'est l'inverse. C'est que tout à coup, tout ton cerveau, c'est ton cerveau qui est alimenté pour que c'est Fredrickson qui a beaucoup étudié ça, une chercheuse s'appelle Fredrickson, les émotions positives, c'est élargir et construire ta vision pour atteindre tes buts. Elle avait vu ce bout-là, et que j'ai repris, c'est-à-dire que voilà, physiologiquement, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça qu'en fait, quand une personne, si elle veut avoir ses capacités d'agir et petit à petit arriver en métacognition, qui va lui redonner la main, qui va lui redonner l'autonomie sur sa manière d'agir, il faut déjà qu'elle soit en mode serein et pas en mode, voilà, en mode survie. Et après, tu vois, voilà, elle va pouvoir prendre conscience. On est le seul être vivant, hein, à avoir cette conscience, hein, puisque nous, c'est développé dans l'évolution assez tardivement. C'est notre cortex préfrontal, hein, qui a donc voilà, cette capacité de conscience réflexive, voilà. Et c'est ça qui va nous permettre petit à petit de nous libérer des programmes génétiques stricts, hein, et c'est ce que Jung a aussi appelé l'individuation, hein, en fait. Pour moi, je suis pas loin de ça par rapport à ça, c'est-à-dire que petit à petit, tu vois, voilà, augmenter ta conscience. Donc, tu vas la conscience donc de toi, comme tu disais, la relation à moi. Donc, voir déjà qu'est-ce qui se passe en toi, conscience de toi. Tu vas t'apercevoir que les invariants qui fonctionnent en toi, bah, c'est les mêmes que les invariants qui fonctionnent chez les autres. C'est comme ça que tu vas pouvoir être en empathie, en fait. Hein, c'est pas en étant sympa avec ce qu'ils pensent, ça n'a rien à voir avec ça. Ça te permet déjà d'accéder, finalement, c'est comme si tu avais un accès à la machine interne intérieure, finalement. Donc, si tu sais que l'autre, il a la même machine intérieure, ben, tu vas pouvoir déjà, voilà, un petit peu interagir autrement. D'où l'importance de connaître les machines intérieures des HPI et les machines intérieures des autistes, comme tu disais tout à l'heure. Et il faudrait que tout le monde sache, que les neurotypiques le sachent aussi. Ça nous éviterait peut-être bien des problèmes. Et après, donc, la relation aux autres, du coup, voilà, ça va te permettre d'interagir puisque voilà, tu vas pouvoir avoir tes systèmes de référence. Et puis après, ben, la conscience de ton environnement. Donc ça, c'est toutes les ressources que tu as. Et à partir de ça, en fonction de qui tu es, tu vas mettre en œuvre des stratégies. Et voilà. Et tu vois, donc cette conscience, euh, en fait, alors, c'est les mécanismes, en fait, alors, là, il y a plusieurs écoles hein, sur l'évolution de conscience, mais soit, donc, on pourrait dire c'est l'augmentation finalement de tes paliers de conscience de tout ça qui te permettent finalement d'avoir une grande vision systémique un peu de tout. Déjà, ça en fait partie. Hein. Il y a encore des gens qui pensent que la conscience et la pensée, c'est pareil. Pour moi, pas du tout.
parce que justement, tu sais, je t'ai parlé du processus pensée, émotion, comportement là, qui interagissait. Bah, en fait, c'est facile, enfin c'est facile. Quand tu fais de la pleine conscience, c'est-à-dire que tu te concentres sur rien, sur ta respiration, et tu sais, tu fais l'exercice, tu vas voir des émotions qui apparaissent, tu vas voir les pensées qui apparaissent. Donc forcément, si tu vois une pensée qui apparaît et que tu n'es pas obligé de la suivre, c'est bien qu'il y a quelque chose de plus grand. Forcément. Il y a un système global qui est plus grand et qui est pas forcément que intellectuel, comme tu le disais tout à l'heure, toi, par rapport au... Tu vois, autant moi, tu as vu le continuum, donc quand j'ai dit le continuum, au niveau du bonheur, là, plaisir qui est plus finalement corporel, instinctif, émotion, voilà, et cognition. Mais peut-être que pour la conscience, il y a un truc un peu pareil, parce que c'est déjà une conscience un peu corporelle qui va conscience jusqu'à une conscience du corps, enfin une conscience plus intellectuelle, c'est fort possible, puisque quand des fois tu es capable de, voilà, quand tu es capable de prendre un peu de silence et tout à coup, tu peux prendre une conscience de quelque chose, tu n'es pas obligé d'y penser. Tu peux prendre conscience d'une émotion, tu peux prendre conscience d'un bout de ton corps, tu n'es pas obligé de penser au bout de ton corps. Donc, il y a bien quelque chose déjà, et ça c'est, pour moi, pour moi, ça c'est important, et le bonheur, si justement tu as le but de progresser en conscience, mais le système bonheur va faire comme pour tout le reste, c'est-à-dire il va t'encourager à aller là-dessus. C'est là où on rejoint le flow, c'est-à-dire que ton but il est grand, tu veux faire alors soit c'est tu veux développer ta conscience, être plus conscient, soit tu as un but plutôt plus matériel, plus sociétal ou plus écologique qui va t'emmener à ça. Et petit à petit, peu importe tout ce que tu vas vivre, finalement, eh bien, c'est au service de ce but plus grand. Donc, c'est ça qui te procure le bonheur motivationnel, ce sens que tu donnes à ta vie, ce but plus grand. Et au milieu, toutes les épreuves que tu peux vivre, et, eh bien, tu vas les interpréter comme finalement, ça m'a permis d'augmenter ma ressource. Tu vois, du coup, et ça te donne, le bonheur évalue ça aussi positivement, puisque ça te donne de la ressource pour évoluer. Voilà. Et donc, du coup, c'est ça, c'est plus on prend conscience de notre interdépendance avec nos stimuli finalement internes ou externes, les forces qui se jouent, hein, notre environnement qui lui aussi évolue plutôt. Et du coup, l'idée, c'est d'arriver, c'est ce que ça, Csikszentmihalyi, il l'a écrit, c'est d'arriver vers une conscience autonome et intégrée qui est orientée vers des valeurs globales et en harmonie avec le monde. Et lui, il va même plus loin. Il dit que plus on va avoir cette conscience-là, plus on va prendre de la distance par rapport aux besoins génétiques, ça on en a parlé, hein, c'est les théories d'adaptation, mais plus on va prendre de la distance avec les besoins matériels. Tu vois. Donc voilà, parce que du coup, et c'est là où tu disais tout à l'heure une forme de globalité, de conscience un petit peu plus globale. Et, et la théorie du flow explique que euh, tu peux être heureux avec ça, mais c'est pas l'euphorie perpétuelle. C'est pas, il y a des moments qui peuvent être très difficiles pour ça. Mais rien que quand tu penses à, à ça, à ce but qui t'anime, c'est c'est- 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 c'est important pour toi et c'est ça qui voilà, le bonheur motivationnel et d'y penser va t'aider à aller chercher les ressources. Tu vas voir toute ta tête bien faite là, pour pouvoir aller les chercher ces ressources, pour pouvoir évoluer et voilà. Et si tu es en mode malheureusement survie, peur, stress et compagnie, tu peux pas, t'as pas tes capacités. Et là, et c'est ça que moi je me dis, mais dans les organisations humaines, on fait tout pour mettre les gens en peur et en stress. Donc ça veut dire qu'on fait tout pour les rendre moins performants. Et moi, quand je dis performance, je ne parle pas de l'ultra-performance qui consiste à presser le citron. Je parle d'une définition québécoise tout à fait normale, qui est la pleine expression visible de ses compétences. Hein, voilà, d'accord? Et donc, en fait, quand on dit il faut quand certains disent
Il faut, bah oui, rendre les gens heureux au travail va les rendre plus performants, c'est vrai, mais il faut pas avec n'importe quelle stratégie par rapport à tout ce que j'ai dit avant. Puisque les stratégies dépendent des individus, les stratégies dépendent des groupes. C'est-à-dire que quand du coup, on va dire, ah ben, il faut que les gens soient heureux au travail, on va leur mettre un baby-foot. Si t'aimes pas le baby-foot, ça va absolument rien Ça changer fait dans un ta peu vie. juste. En fait, compte tout ça, ça permet d'arbitrer des stratégies de choix de vie C'est en ça, étant conscient et lucide sur ce qui nous attire ou nous repousse ou nous révulse, en ouais, écoutant tous nos capteurs internes pour être alignés et de savoir dans quelle direction on avance et en essayant de booster notre conscience qui participera aussi des choix des ressources. c'est ça, c'est ça. Et c'est pour ça que il y a plein de choses qui existent auprès des individus et des organisations qui sont bien, mais il y a plein de choses, les mêmes, mais qui peuvent être dangereuses. Parce que, bon, toi, que je sais que tu interviens auprès des organisations, tu interviens avec une vision systémique et globale, comme moi pour mon bonheur. Et tu vois bien qu'il y a plein de gens, que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau d'orga, qui vont croire faire bien, mais ils vont augmenter un petit truc, mais qui a peut-être rien à voir avec ce qu'il faut. Parce que c'est ça, si t'as pas l'analyse, si tu t'as pas l'analyse systémique, tu peux faire pire en croyant finalement amener quelque chose de bien. Et c'est ça, moi, que je reproche à tous les gens alors, qui écrivent des bouquins en disant, voilà, je vais tout vous expliquer sur le bonheur, mais en fait, ils expliquent que leur propre stratégie qui est valable que pour eux. Alors attention, il y a une grosse polémique sur les coachs, donc je vais être prudente, moi je suis pas un coach, donc, mais en ce moment, entre oui, il y a des coachs bien formés, mais il y a tout un tas de pseudo-coachs qui effectivement, tiens, il y a un truc qui a marché pour eux, donc allez, ça correspond peut-être un centième, moi, des choses que j'ai mis en évidence dans ma thèse. Ah, puis ils vont accompagner les gens, ah, c'est ça, vous allez voir, c'est miraculeux. Mais peut-être pas. C'est un peu comme si, c'est la même chose en médecine. Moi j'ai étudié tout ça pendant 4 ans, quoi, même plus, parce que j'avais déjà étudié ça dans ma tête depuis tout le temps. Mais c'est comme si quelqu'un, tout d'un coup, il n'est pas médecin, il va te dire, tiens, je vais te guérir, je vais t'opérer de ton petit orteil. Il faut avoir un petit peu, quand même, un petit peu, soit une grosse vision systémique, soit une expérience pour comprendre que quand tu vas agir sur un facteur, il y a toute une interdépendance des facteurs qui fait que tu peux perturber l'équilibre de l'ensemble. Voilà, Bien sûr, c'est la loi des systèmes vivants et tu as ça dans tous les métiers, les psys, c'est les ça, neuropsys, les médecins, c'est ça. les garagistes, enfin, tous les métiers. Alors, c'est moins grave si tu pètes une bagnole, c'est plus grave si tu pètes une personne, mais dans tous les métiers d'accompagnement, tu as ça. C'est-à-dire que les gens, ils travaillent ou ils produisent ou ils écrivent en fonction de leur propre paradigme, considérant qu'ils sont une valeur absolue et que tout le monde est reproductible à l'aune de leur propre modèle. Ce qui fait un peu mais c'est quand même extrêmement fréquent. Si tu veux bien, on va commencer à atterrir sur l'interview. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter qui serait utile pour les gens qui nous écoutent? Eh bien, qu'est-ce que je vais rajouter pour être utile? Eh bien, déjà, bon, ne pas, dans les deux extrêmes, ne pas écouter ceux qui disent le bonheur c'est bisounours. C'est horrible d'entendre ça. Le bonheur n'a pas lieu au travail. Voilà, j'espère au moins les avoir convaincus hein, que voilà ce que disait Platon. Voilà, il y a 2000 ans, le bonheur est le déterminant de l'action humaine. Bah oui, c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Donc faut, voilà, mais faut le voir autrement. C'est pas une chose, c'est pas un truc à avoir, c'est pas voilà, c'est un processus. Hein, donc, ça, c'est une chose importante. Et la deuxième chose, c'est, oui, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Bah, c'est de prendre, quand on dit prendre soin de soi, hein, c'est pas non plus bisounours, c'est finalement, moi, prendre soin de soi, prendre soin des autres, c'est finalement remettre à jour un petit peu nos modes de fonctionnement qui sont connus grâce à tout un tas de gens qui les ont étudiés. Hein. Moi, je n'ai fait que de formaliser quelque chose. Mais c'est vachement important les émotions, enfin, prendre, remettre le circuit. On devrait avoir voilà, 4 à 5 fois plus d'émotions positives par jour
que d'émotions négatives. Émotions positives, quand on dit bonheur, il y a le bonheur motivationnel, ça va être voilà, l'enthousiasme, la joie, ces choses-là. Mais émotions positives, c'est aussi, il ne faut pas oublier que c'est la paix, la sérénité, hein, aussi. Donc ça, c'est, voilà, une fois que le bonheur a évalué, donc pour aller bien, c'est ça, c'est ça qui est normal. Le bonheur, c'est l'état normal. L'état de bonheur et de bien-être, c'est l'état normal. Il faut arrêter de penser que c'est l'inverse. Mais par contre, il y a un énorme chemin pour certains, suivant d'où on part, à faire pour arriver là, hein, en fonction voilà, de tout ce qu'on a dit avant. Mais on peut commencer par n'importe quel endroit pour améliorer. Une fois qu'on a en tête un petit peu tout ça, on peut améliorer plein de petites choses, mais on sait pourquoi on va le faire. C'est-à-dire, on peut travailler sur sa compétence émotionnelle, on peut travailler, je sais pas, sur ses biais cognitifs, on peut travailler sur sa métacognition, on peut travailler sur, voilà, sur sa vision du monde, sur ses relations. Là, il y a tout un tas de choses qui s'offrent à nous et qui veulent la chandelle. Voilà. C'est vrai que bah, les HPI, hein, moi j'ai eu, finalement, j'ai appris très tardivement que j'étais HPI. C'est pour ça que je me suis aussi eu des écueils. C'est parce que moi, je voyais des choses et je comprenais pas pourquoi les gens voyaient pas ce que je voyais. Alors, je me suis dit, bah, ça c'est peut-être une réflexion de femme. Je suis peut-être pas assez intelligente, j'en sais peut-être pas assez. Comme d'habitude. Donc, je suis allée chercher, et en fait, je me suis rendu compte que c'est ça. En fait, ça a été l'inverse. Plus j'en savais, plus l'écart se formait. Donc, c'est après que j'ai compris pourquoi. Mais du coup, moi, ce qui me guide maintenant, c'est vraiment d'accompagner aussi les autres à comprendre. Alors déjà, ça m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne, mais voilà. Donc, il y a tellement, mais là, avec tout ça, mais on pourrait améliorer mais plein de choses si seulement, voilà, si seulement on voulait bien, quoi, parce que je sais pas. Voilà, C'est c'est ce très qui bien. On peut garder ça comme conclusion? Comment? On peut garder ce que tu viens de dire comme Oui, conclusion. oui, garde ça en conclusion. Oui, 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 parce que oui, je pense qu'il y aurait plein de choses à dire, mais c'est déjà pas mal. Je te remercie beaucoup. Et ben voilà, on est reparti pour un nouveau voyage. C'est pas un truc évident. Vous voyez sur la dimension polysémique de plaisir. Évidemment, on va avoir les émotions. Évidemment, ça vient toucher tout particulièrement les atypiques, et je sépare ce qu'on met dans atypique entre HPI, TSA et TDA. Évidemment que ça concerne tout le monde. Évidemment que la question de la conscience vient exacerber ça. Évidemment que les prérequis pour avoir du bonheur, du plaisir, vont être beaucoup plus complexes pour des atypiques qui ont un cahier des charges bien plus important, un niveau de sensibilité ou d'hypersensibilité bien plus important. Le premier cerveau qui est en mouvement versus le deuxième, c'est-à-dire le ventre, les tripes et le cœur. Donc quand bien même ça concerne tout le monde, mais ça vient voir de manière bien plus accrue les atypiques, séparément selon ce qu'on a de tout ou partie des neurodiversités. Évidemment que beaucoup plus sont bien tristes, mais pas sur le fait d'être triste, comme je dis souvent, c'est dans quel environnement on baigne, dans quelle société on baigne, et que le fait d'être atypique, c'est que le fait que les autres soient atypiques, et surtout ils sont en majorité. Donc la question du bonheur, c'est aussi reprendre son libre arbitre, c'est aussi se prendre par la main, c'est aussi d'installer le bonheur à l'intérieur, il n'est pas que à l'extérieur, et qu'on n'est pas forcément dépendant de l'environnement. Et pour autant, l'environnement peut être une ressource à condition qu'on aille l'instrumentaliser, qu'on aille le manipuler avec bienveillance, évidemment, et qu'on décide de faire des choix et des arbitrages. C'est plutôt un choix, une volonté, et c'est un vrai travail personnel, je pense.
Donc j'espère que ça vous aidera à ramener plein de questions si vous aviez déjà des réponses. Et merci beaucoup de suivre cette chaîne. Pensez à cliquer, je sais plus ce qu'il faut faire, faut mettre un pouce, faut vous abonner si vous voulez avoir les prochaines interviews. Je trouve que c'était un joli contrepoint à ce qu'on a fait du bonheur après le précédent interview avec Charlotte Riedberger sur la conscience et les génies, celui précédemment avec Alexander Grothendieck, avec Olivia Caramello, qui est présidente de l'Institut Grothendieck et mathématicienne. On voit bien toute la complexité du bonheur quand on vient toper des gens complexes. Merci beaucoup de suivre cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et à très bientôt.